Jean-Philippe de Rosier, bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Et selon vous, nous assistons plus à une politisation de la vie judiciaire qu'à une judiciarisation de la vie politique. C'est subtil, vous développerez ça tout à l'heure. Benjamin, le chiffre du jour. Eh bien, c'est 10. Depuis sa création, la Cour de justice de la République a donc prononcé un jugement à l'encontre de 10 personnes. 8 ministres et 2 secrétaires d'État ont comparu devant la CJR, qui a été fondée en 1993. 6 ont été déclarés coupables. Jean-Philippe de Rosier, dites-nous d'abord comment elle est constituée, cette CJR, parce qu'il y a des parlementaires. Et deuxième question subsidiaire, pourquoi elle a jugé si peu ? Alors, comment est-ce qu'elle est composée ? Effectivement, elle est composée de 15 personnes. Sa composition est prévue par la Constitution. 15 personnes, 3 magistrats et 12 parlementaires, à raison de 6 députés et 6 sénateurs. Donc, un équilibre entre les 2 assemblées qui composent notre Parlement. Comment sont-ils nommés ? Alors, il y a une représentation proportionnelle de la composition des 2 assemblées. Donc, forcément, pour les 6 députés, il y a une majorité de la majorité et une minorité des groupes minoritaires. Là, on a une composition un petit peu particulière, puisque notre assemblée, il y a une majorité, plusieurs oppositions, là où d'habitude, il y a un bloc majoritaire, un bloc d'opposition. Et pour le Sénat, là, on retrouve une composition plus classique, avec ce bloc majoritaire, ce bloc d'opposition, sachant que la majorité sénatoriale n'est pas la majorité gouvernementale actuelle. Donc, voilà. Et la question subsidiaire donc, pourquoi si peu ? Eh bien, quelque part, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a peu d'infractions à reprocher au ministre en tant que ministre. Il faut bien rappeler que la CJR ne juge que de la responsabilité pénale des ministres pour l'action qu'ils conduisent en tant que ministres. Pour prendre un exemple d'une actualité pas si ancienne, Jérôme Cahuzac, qui fait l'objet de poursuites, alors qu'il était ministre, ça ne concernait pas son action ministérielle, ça concernait d'autres infractions qui avaient été commises auparavant, et donc il ne relève pas de la Cour de justice de la République. Là, Madame Buzyn, ça concerne son action en tant que ministre, donc c'est pour ça aussi qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de jugements et d'affaires portées devant la CJR. Alors, tout à fait. On s'interroge et on se dit, mais le Parlement est là quand même. Il y a eu une commission d'enquête sénatoriale sur le Covid, devant laquelle Agnès Buzyn a comparu. Est-ce que ça ne sert à rien ? Bien sûr que si, ça sert. Bien sûr que si, ça sert, et c'est même indispensable que le Parlement puisse mener à bien son pouvoir de contrôle. Peut-être qu'il y a là des choses à revoir, et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais il lui manque quoi, un pouvoir de sanction Non, ce n'est pas tant le pouvoir de sanction. À l'égard de Mme Buzyn, la sanction politique ne se posait plus, puisqu'elle est partie avant même qu'on puisse mener à bien le contrôle, pour des raisons dont, d'ailleurs, il faudra peut-être faire la lumière. Est-elle partie pour la gloire de briguer la mairie de Paris, ou est-elle partie pour la sanction de devoir être écartée du gouvernement en raison d'un dysfonctionnement dans sa gestion de la crise ? Cela, ce n'est pas clair. En tout cas, à ce jour, on n'en sait rien. Bon, mais le Parlement est indispensable, il doit mener son action de contrôle, et on est, comme l'a dit Mme Cagé, sur 2 types de responsabilités différentes et qui ont une temporalité différente, parce que la responsabilité politique, c'est pour une action politique de l'instant, du moment. L'interpellation, effectivement, ça pourrait mériter un débat, d'être rétabli sous une forme ou sous une autre, avec une responsabilité politique individuelle des membres du gouvernement. On rappelle que cette responsabilité politique est collective désormais sous la Ve République, là où la responsabilité pénale, elle, est individuelle, mais opère sur une temporalité plus longue. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une enquête pénale, faire les jours sur les faits, instruire l'affaire, la mise en examen. Et en plus, souvent, les infractions sont révélées beaucoup de temps après. Dans l'affaire du sang contaminé, les faits remontaient à la fin de la première moitié des années 80, 1984, 85, et ça a été jugé en 1995, entre 95 et 99. Donc on était 15 ans plus tard. Et on ne peut pas actionner à ce moment-là la responsabilité politique, parce que les responsables politiques ne sont plus en fonction. D'accord. Nadia, on évoque avec vous la réforme de 2008. Oui, la grande réforme de la Constitution de 2008, effectivement, qui se voulait très ambitieuse, qui voulait moderniser les institutions, qui voulait surtout renforcer les pouvoirs du Parlement. On peut retenir quelques-unes de ces mesures phares, par exemple le partage de l'ordre du jour entre l'exécutif et le législatif, avant c'était le gouvernement qui en décidait seul, a été consacré également à ce moment-là un rôle plus important des commissions parlementaires dont on parlait, c'est-à-dire l'examen des propositions de loi. Ce sont des commissions permanentes, elles étaient 6, elles sont désormais 8. Cette réforme a aussi autorisé les parlementaires à voter des résolutions, c'est-à-dire à exprimer des avis sur des questions données. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que le gouvernement, il peut juger ces résolutions irrecevables avant même qu'elles soient rendues publiques. Et puis enfin, cette réforme, elle a constitutionnalisé les commissions d'enquête, et puis surtout, elle a instauré une semaine par mois qui est consacrée au contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Je crois qu'il y a un problème d'assiduité des parlementaires pendant cette fameuse semaine. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces différentes mesures, Jean-Philippe de Rosier ? Est-ce qu'on allait assez loin dans cette réforme ? Encore une fois, elle était ambitieuse, elle voulait tout changer.
Oui, alors le bilan, c'est un peu comme le livret de fin d'année, doit poursuivre ses efforts. Ouais, peut mieux faire. Voilà. Ouais. Non, pas peut mieux faire, doit poursuivre ses efforts. Qui doit poursuivre ses efforts? Eh bien, la révision constitutionnelle. Oui. La révision constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on a fait une première étape en 2008, renforçant un petit peu le pouvoir parlementaire, le pouvoir législatif, mais c'est encore insuffisant et il faut poursuivre dans cette ligne-là pour renforcer encore ce pouvoir législatif, peut-être offrir davantage de moyens aux parlementaires, notamment des moyens humains, parce qu'ils n'ont aujourd'hui des crédits que pour embaucher 3 collaborateurs. S'ils en avaient 5 ou 7, ils pourraient évidemment mener un travail de fond plus important, notamment un travail de contrôle dans le cadre des commissions d'enquête. Il y a un autre point, ils ont été constitutionnalisés en 2008, on a également constitutionnaliser ce que l'on appelle le droit de tirage. C'est-à-dire que l'opposition, donc la minorité, peut demander qu'une commission d'enquête soit créée et personne ne peut s'opposer à ce que ce soit le cas. Le fait-elle ? Bien sûr. La plupart des commissions d'enquête qui sont constituées, celle sur Jérôme Cahuzac par exemple, alors celle sur Benalla également, ce sont des commissions sur droit de tirage, notamment à l'Assemblée nationale, également celle sur le Covid-19 à l'Assemblée nationale, ça a été une commission d'enquête sur droit de tirage, et donc ça permet effectivement de faire la lumière. Mais il faut bien cadrer les choses sur ce plan-là. Les commissions d'enquête n'ont pas un pouvoir judiciaire. C'est pour faire la lumière sur des faits et une action politique. Agathe. Dernière question.